Bienvenue à notre échange. Aujourd'hui, on se plonge dans la pensée de deux des critiques les plus percutantes de notre système actuel, Curtis Yarvin et Peter Thiel. Ils partagent un constat, la machine est grippée, la démocratie libérale est en panne de résultats. Mais c'est à peu près là que le raccord s'arrête. Tout à fait. Et la question qui va nous animer, au fond, c'est de savoir où se situe la panne. Est-ce que le problème est dans le logiciel, comme le pense Yarvin, c'est-à-dire une idéologie dominante qu'il nomme la cathédrale, qui aurait corrompu le système d'exploitation de notre société et qui du coup imposerait un redémarrage complet? Ou bien est-ce un problème de matériel, comme le suggère-t-il, une accumulation de blocages institutionnels, une vétocratie qui paralyse toute action, et qu'il serait plus intelligent de contourner? Je vais défendre l'idée que le mal est profond, qu'il est idéologique. C'est le logiciel qu'il faut changer. Et de mon côté, je soutiendrai que le diagnostic de Thiel sur le matériel institutionnel est non seulement plus juste, mais surtout plus utile pour agir. Alors, pour poser ma perspective, celle de Yarvin, pour lui, la démocratie moderne, c'est un spectacle. Le pouvoir réel n'est pas à la Maison-Blanche ou à l'Élysée, il est détenu par ce qu'il appelle la cathédrale. Il faut imaginer un réseau, sans chef d'orchestre officiel, composé des grandes universités, des médias de référence, des fondations, de la haute fonction publique. Ce n'est pas un complot, mais un memplex, un ensemble d'idées qui se renforcent les unes les autres, un peu comme un écosystème. Une idée comme la diversité est notre force, par exemple, n'a pas besoin d'un bureau central pour se propager. Elle vit d'elle-même dans les départements RH, les journaux, les campus. Cette cathédrale, elle fonctionne comme une religion d'État non déclarée, dont le dogme est le progrès. Son immense pouvoir ne vient pas de la police, mais de sa capacité à définir ce qui est normal, respectable, et ce qui est, disons, impensable, stupide. Et face à un système d'exploitation aussi profondément corrompu, la seule solution est radicale. Une désinstallation complète et son remplacement par une entité souveraine, claire et responsable. Un État géré comme une entreprise par un PDG, en quelque sorte. Moi, j'aborde la chose d'un point de vue beaucoup plus mécanique. Pour moi, le problème n'est pas une idéologie malveillante, mais une conséquence presque inévitable de la complexité. Nos démocraties sont devenues des vétocraties. C'est un état de paralysie où une multitude d'acteurs, un groupe d'intérêts, une agence de régulation, une association de riverains, un juge, ont tous un droit de veto. Le résultat, c'est que pour faire quoi que ce soit d'un peu ambitieux, il est toujours plus facile de dire non que oui. Cette paralysie, elle est devenue flagrante depuis les années 70. Et la conséquence directe, c'est une stagnation profonde dans le monde réel, le monde des atomes. C'est de là que vient la fameuse phrase de Thiel. On nous avait promis les voitures volantes et à la place, on a eu 140 caractères. On innove dans le monde virtuel des bits, mais on ne sait plus construire un pont, une centrale nucléaire ou un TGV dans des délais raisonnables. La solution n'est donc pas un grand soir, un renversement total qui n'arrivera de toute façon jamais. C'est de créer des échappatoires, construire des entreprises qui créent de la vraie nouveauté, qui passent de 0 à 1, comme SpaceX, développer des technologies comme les crypto-monnaies qui opèrent en dehors du système. En somme, il s'agit de construire une arche, pas de rester sur la plage à maudire le déluge en attendant un miracle. Je comprends bien l'image de l'arche. Mais elle suppose qu'on peut s'échapper. Or, je pense que le problème est plus profond. Vous parlez de blocage institutionnel. Mais d'où vient la légitimité de ce blocage? Elle vient précisément des idées. Le pouvoir, il est narratif. La cathédrale règne en contrôlant le langage, en définissant ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le gouvernement visible n'est qu'une façade. L'origine du mal n'est pas juste une accumulation de lois dans les années 70. Non, c'est un long processus que Yarvin fait remonter à une sorte de sécularisation du puritanisme. Des moments clés comme le New Deal aux États-Unis n'étaient pas des simples ajustements politiques. Pensez-y, la création de la sécurité sociale n'était pas juste une politique, c'était une refonte morale de la relation entre l'individu et l'État. Une idée qui est devenue sacro-sainte, intouchable. Un dogme de la cathédrale. L'idée d'un coup d'État idéologique sur plusieurs siècles est poétique, mais je pense qu'on peut expliquer les mêmes faits avec des causes beaucoup plus terre-à-terre. Le pouvoir ne réside pas dans des idées flottantes, mais dans la capacité très concrète de dire non. Et ce pouvoir-là, il a une date de naissance assez précise, 1971. Pourquoi cette date? C'est un tournant. C'est l'année où les États-Unis ont découplé le dollar de l'or, ce qui a ouvert la voie à une financiarisation de l'économie, ce fameux monde des bits dont je parlais. Et simultanément, c'est l'explosion des agences de régulation. L'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, est créée en 1970. Soudain, pour construire une centrale nucléaire, il ne fallait plus seulement des ingénieurs et du capital, mais une armée d'avocats pour naviguer un labyrinthe infini de permis et d'autorisations. Le pouvoir n'est pas dans la tête des gens, il est dans la pile de dossiers sur le bureau d'un fonctionnaire anonyme qui peut bloquer un projet de plusieurs milliards d'un coup de tampon. Avait plus de valeur que la vision d'un entrepreneur ou l'intérêt de millions de personnes.
C'est bien la cathédrale qui a sacralisé la procédure, le risque zéro, la précaution au détriment de l'ambition. Ce labyrinthe bureaucratique dont vous parlez n'est que le symptôme. La maladie, c'est une pathologie morale. La cathédrale a transformé le risque en péché. C'est ce qu'on nomme aujourd'hui le safetyisme, la quête de la sécurité absolue. Les grands projets sont impossibles, non pas seulement à cause des permis, mais parce qu'ils sont devenus moralement suspects. L'idée même de transformer radicalement la nature est vue comme une forme d'hubris. Le problème est bien le logiciel, cette croyance profonde qui rend l'action héroïque répréhensible. Je vois où vous voulez en venir, mais je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de convoquer la morale ou le péché pour expliquer ça. Pour moi, c'est un problème de théorie des jeux, un simple calcul d'incitation. Dans un système où la responsabilité est complètement diffuse, personne n'a intérêt à prendre le moindre risque. Prenez ce fameux fonctionnaire. S'il approuve un projet innovant et que celui-ci réussit, il n'aura pas de prime, pas de promotion. Par contre, si le projet échoue, même pour une raison mineure, c'est sa carrière qui est en jeu. Le choix rationnel pour lui est de toujours dire non, ou de demander une étude supplémentaire, de repousser la décision. La vétocratie tue l'innovation parce qu'elle la rend trop lente, trop chère et trop risquée pour tous les acteurs impliqués. Ce n'est pas une question de théologie, c'est une question de structure. Le problème est le matériel. La métaphore de Thiel, c'est l'hydre, Idarelise. Vous coupez une tête, un veto, et 12 autres repoussent ailleurs. Ce n'est pas un fantôme idéologique, c'est une structure institutionnelle bien réelle et auto-renforçante. D'accord. Donc on a une divergence claire sur la nature du problème. Logiciel idéologique contre matériel institutionnel. Et c'est là que nos stratégies s'opposent radicalement. Si, comme je le crois avec Yarvin, le système d'exploitation est corrompu jusqu'à la moelle, alors toute tentative de le contourner ou de le réformer de l'intérieur est naïve. Le système immunitaire de la cathédrale est incroyablement efficace pour absorber ou neutraliser la dissidence. On a vu d'innombrables mouvements politiques ou culturels rebelles finir en produits de consommation ou en départements universitaires. La seule stratégie logique pour Yarvin, c'est le passivisme. Arrêter de croire au spectacle, retirer son consentement et attendre que le système, devenu inefficace, s'effondre de lui-même pour pouvoir enfin installer un souverain compétent. Pensez-vous vraiment que SpaceX ou le Bitcoin peuvent échapper durablement à un système qui contrôle non seulement les lois, mais la définition même de la légitimité? Je suis désolé, mais là, je ne peux pas accepter cette approche. Attendre l'effondrement, c'est une stratégie de l'inaction. C'est un pari sur le pire, un luxe intellectuel. L'approche de Thiel est à l'opposé. Et c'est ce qu'il appelle l'optimisme défini. Ce n'est pas l'optimisme vague de celui qui espère que les choses vont s'améliorer, non. C'est l'optimisme de l'ingénieur qui a un plan et qui se met au travail. Il faut agir maintenant, de manière concrète, fonder des entreprises qui construisent le futur que les institutions publiques sont incapables de créer, investir dans des technologies de rupture qui créent de nouveaux espaces de liberté, soutenir les quelques politiciens qui comprennent la nature du blocage. La différence est fondamentale. Yarvin dit en substance « le bâtiment est pourri, attendons qu'il s'écroule pour en construire un neuf ». Thiel répond « pendant que vous attendez, moi je construis un bateau pour qu'on puisse aller ailleurs ». On ne combat pas une grille de veto en attendant qu'elle rouille. On la rend obsolète en construisant une alternative qui fonctionne. C'est du pragmatisme pur face à un problème très concret. Donc, si je résume ma pensée, inspirée de Yarvin, c'est que le cœur du problème est une idéologie qui a tout infecté. Le mal est si profond et si diffus qu'aucune solution partielle ne peut fonctionner. Toute tentative de construire une arche sera à terme rattrapée par le déluge idéologique. La seule issue, c'est une rupture nette, un remplacement formel de ce système démocratique à bout de souffle. Et pour ma part, la perspective de Thiel me semble bien plus ancrée dans le possible. Elle identifie une sclérose des institutions, la vétocratie, comme la cause de notre stagnation. Et face à ce mur, la stratégie la plus intelligente n'est pas de foncer dedans, mais de chercher les fissures, de construire à côté, de rendre le mur inutile en créant des choses nouvelles et désirables de l'autre côté. C'est intéressant de noter que malgré tout, on se rejoint sur un point. L'ordre libéral tel qu'il s'est développé depuis les années 70 est épuisé. Et tous deux, Yarvin comme Thiel, regardent avec un certain intérêt des modèles de pouvoir plus concentrés et plus efficaces, comme celui de Singapour, pour y trouver des leçons. C'est vrai, le diagnostic sur la maladie est partagé, mais la divergence sur le remède reste totale. Faisons-nous face à un bug du logiciel qui nécessite une réinitialisation complète ou à une défaillance du matériel qui demande des contournements ingénieux? Cette distinction n'a rien d'abstraite. Elle détermine si l'on doit être un critique qui attend la chute ou un bâtisseur qui crée l'alternative. Et c'est une question qui reste ouverte, dont l'exploration des sources primaires ne fait que commencer.